Eh bien, bonjour à tous les courageux qui acceptent de venir écouter quelques explications que nous essayons de fournir dans un contexte mondial assez effarant. Bon, j'espère que quand je parle de courage de nous écouter, ben, il y a le courage de vous donner ces informations hein, en pleine période de vacances, en pleine canicule. On essaye quand même d'éclaircir ce qui mérite de l'être et on le fait dans un contexte particulier qui est celui d'un système médiatique qui continue à se déshonorer, ça c'est une chose, mais qui continue à reprendre littéralement la propagande ukrainienne la plus inepte ou atlantiste la plus inepte d'ailleurs concernant la Chine, hein, et alors même que justement les choses commencent un petit peu à bouger au plan international et qu'il semble que dans le monde anglo-saxon on voit apparaître et allemand on voit apparaître quelques contradictions, mais on va y revenir. Donc, puisque j'ai commencé à parler de cette propagande, on a eu encore quelques épisodes où nos amis, hein, les experts de plateau, se sont encore signalés. Alors, on en a pas mal parlé la dernière fois. Je voudrais y revenir là parce qu'il y a eu quand même un événement assez important. Enfin, une ONG très liée au monde atlantique a brisé le silence et mis en cause les activités, mis en cause partiellement hein, les activités de l'armée ukrainienne, en particulier cette façon que celle-ci a de se servir des civils comme des boucliers humains. Sylvain va peut-être nous expliquer comment ils le font, hein, mais il faut rappeler qu'il s'agit d'un crime de guerre en fonction des conventions internationales dont l'Ukraine et la Russie sont signataires. Donc voilà, on verra que les experts de plateau se répartissent le travail de propagande. Il y en a un que je veux citer quand même parce qu'il est quand même grandiose, c'est Pierre Servant, qui a son rond de serviette depuis fort longtemps. Je ne sais plus sur quelle chaîne. Je crois que la pire des chaînes, c'est LCI. Ça doit être sur LCI. France Télévisions en général. Ah bon, aussi France Télévisions en général. Là, je crois que c'était sur LCI. Et puis, on avait Oui, notre oui. cher Pujadas qui buvait du petit lait. Et donc, on lui demandait un certain nombre de choses et tout. Et je vais lire ce qu'il a osé répondre quoi, à propos de la Russie. Non, mais au bout d'un moment, hein, on se demande euh, sans que ça provoque la moindre réaction, on se demande quel niveau est celui des journalistes. Alors voilà ce qu'il nous dit. Dans la culture du KGB, ben le KGB, c'est pas le KGB qui est en guerre. Ah oui, mais Poutine y a appartenu. Dans la culture du KGB, il y a un imaginaire de l'homme fort, du véritable homme. Et dans toute cette culture-là, patriarcale, ben, il faut une petite mention wokiste, il y a la notion de domination de l'homme sur la femme. Donc, Poutine a fait la guerre parce qu'il souhaite dominer les femmes. Bon, plus grotesque tu meurs, mais moyennant quoi, personne sur le plateau pour réagir. Et puis nous avons notre cher Michel Goya. Michel Goya, qui est moins grotesque quand même que Pierre Servant. Michel Goya, il manœuvre parce que beaucoup de choses qu'il a décrites, beaucoup de choses qu'il a annoncées se révèlent aujourd'hui à l'expérience en grande partie allez, j'allais dire fausse ou en tout cas assez éloignée de la vérité. Et il a, à l'occasion de quelque chose d'assez important hein, que j'ai dit en commençant, dont j'ai parlé en commençant, c'est-à-dire le rapport d'Amnesty International, il a pris des positions acrobatiques assez intéressantes. Alors, je vais passer la parole à, à Sylvain, qui, je sais, a suivi ça avec une certaine attention sur effectivement les acrobaties de l'artiste. Bah, disons que ce qu'il faut commencer par rappeler, c'est ce que contient le rapport d'Amnesty International, hein. On est face à une enquête qui a été menée sur une partie du front, hein, pas sur tout le front ukrainien. Notamment, il manque, et pour longtemps, la partie qui concerne la ville de Mariupol, hein, où se sont déroulés les plus intenses et les plus durs combats en milieu urbain depuis le début de la guerre. Et donc, on a eu tout un déploiement par Amnesty International de ce qu'ont été l'utilisation de bâtiments
destinés soit à un public quelconque, hein, administratif, scolaire ou même des hôpitaux, ou des habitations privées, où les habitants n'auraient pas été écartés par l'armée ukrainienne et où donc l'armée ukrainienne aurait exposé ces populations à la riposte des tirs russes une fois que eux y auraient installé leurs unités. Alors, le rapport d'Amnesty International, c'est vrai, reste assez flou sur les zones de combat vraiment en première ligne, hein. On parle beaucoup de zones arrière, c'est-à-dire qu'on sait, ça a été largement déjà documenté avant, y compris par Human Rights Watch, pardon, que des bâtiments scolaires vides étaient notamment utilisés, hein, comme base de quartiers généraux de divers types d'échelons. Et donc, l'idée, c'était de nous dire, bon, ben voilà, c'est pas finalement si grave que ça, hein, et puis de nous sortir cette formule que, de toute façon, on savait que les ennemis des salauds n'étaient pas tous forcément des saints, hein. Donc, les salauds sont les Russes et les saints, ce seraient les Ukrainiens. On sait que la guerre en milieu urbain, de toute façon, crée automatiquement une imbrication des populations avec les combattants. Hein, les armées occidentales l'ont expérimenté, l'armée américaine en particulier, en Irak et en Syrie, mais aussi un petit peu dans certains coins d'Afghanistan. Et on sait que la difficulté, c'est d'évacuer les populations de ces zones de combat et qu'à l'heure qu'il est, depuis qu'on est passé dans la guerre contre le terrorisme et le 21e siècle, aucun belligérant n'a été capable de sortir de ces problèmes d'imbrication et que personne ne peut se prévaloir ni du titre de salaud ni du titre de saint pour avoir utilisé ou non des civils comme des boucliers humains et surtout d'avoir été capable de faire des tirs d'une précision telle qu'ils ne toucheraient pas les civils du camp adverse. Donc on est dans un problème réel, c'est-à-dire que oui, les Ukrainiens ont bien fait ça, que ça constitue en termes de droit des crimes de guerre, mais qu'on vient nous dire que là, vu qu'ils se battent dans le bon camp contre les salauds, ça peut encore se pardonner sur le plan de la morale. Mais Voilà, donc c'est extraordinaire parce que effectivement, on essaie de glisser derrière, je veux dire le mot bouclier humain vers le terme de représailles, hein. C'est-à-dire que ah bah oui, lorsqu'on mène une bataille, regardez les résistants français, ça je l'ai lu, hein, regardez les résistants français, effectivement, quand ils commettaient des attentats contre les nazis, contre l'armée allemande, eh ben, il y avait des représailles. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit bien de bouclier humain. Or, Monsieur Goya, je veux dire, à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en essayant de présenter une position objective et neutre, on parsème de petites expressions quand c'est très difficile de réfuter le réel. Je dis bien très difficile, hein. En l'occurrence, le rapport d'Amnesty International, à ce moment-là, on va saupoudrer de petites remarques, hein, qui permettent de montrer que dans quel camp on est. Hein. Je vais rappeler les maternités. C'est-à-dire, dès le début, ça a été fait, ça. Rappelez-vous la maternité de Mariupol. Hein, où il y a eu une espèce de montage qui a été fait, on a trouvé une femme qui allait accoucher, on a prétendu qu'elle avait été sauvée d'extrême justesse, etc., pour ensuite s'apercevoir que c'était un montage total. Mais surtout, on n'a pas dit, à l'époque, on l'a su, on n'a pas dit que cette maternité avait été vidée de ses occupants. Elle ne servait plus, hein, comme maternité, mais c'était un lieu, hein, où résidaient les forces ukrainiennes. Donc, et puis, naturellement, on a vu tout un tas de photos, hein, avec cette technique. Oui. Et surtout que le représentant de la Russie à l'ONU avait signalé 2 jours avant le bombardement du bâtiment que les services russes avaient les preuves que ce bâtiment avait été intégralement vidé des civils et qu'il était bien occupé par les forces militaires ukrainiennes. Et c'est là où on voit, donc au travers de cette polémique, alors naturellement, il y a les fanatiques qui refusent, qui disent que Amnesty est une officine poutinolâtre ou que sais-je, ça c'est pas très intéressant. Mais en revanche, ceux dont on pourra attendre un minimum de netteté, je veux dire, on a le droit d'avoir choisi son camp, on a le droit d'être militant. C'est difficile alors de se revendiquer de son objectivité et de son niveau d'expertise, mais on continue à mettre en avant un certain nombre de choses. C'est ce qui s'est passé avec le bombardement de la prison, on en a parlé la dernière fois, hein, où étaient
détenus, les gens qui vont passer en jugement, qui devaient passer en jugement, deuxième quinzaine d'août, ça a été annoncé par les républiques autoproclamées. Et donc, manifestement, il s'agit, erreur ou pas, mais je dis aujourd'hui, on peut avoir la conviction que c'est un bombardement ukrainien. Alors que BHL parle de nouveaux Katyn et tout, ça c'est BHL. Au contraire, je dirais que ça prouve bien, c'est la boussole qui indique le Sud, ça prouve bien que ça doit être le contraire. Mais lorsque M. Goya publie une photo, en disant ah, ça ne peut pas être un obus, une photo dont on ne sait pas d'où elle sort, qui n'est qu'une vue partielle, etc. Il prend parti immédiatement. Il suffisait de voir sur Twitter, effectivement, tous les suiveurs, tous les fanatiques qui venaient acclamer cette présentation. Moi, je trouve que, je veux dire, à cette occasion, c'est une nouvelle façon de se déconsidérer. Oui, Sylvain. Surtout que depuis la semaine dernière, un de nos auditeurs nous a rappelé, parce que les informations étaient tellement nombreuses qu'on ne l'avait pas en tête la semaine dernière, que le 18 mai dernier, alors que les évacués, entre guillemets, d'Azovstal commençaient à regagner les colonies pénitentiaires dans la République de Donetsk, il y avait déjà eu un tir de Toshka-U, hein, qui est une munition qui n'est qu'à la disposition de l'armée ukrainienne sur la ligne de front, et que, Dieu merci pour les prisonniers, les systèmes de défense antimissiles russes avaient abattu l'ensemble des sous-munitions qui visaient délibérément les prisonniers d'Azovstal. Donc, puisqu'il y a eu déjà un précédent, il y a donc maintenant près de 2 mois et demi, il est clair que l'opération d'il y a 10 jours sur la colonie pénitentiaire allait dans le même sens, alors que le procès approche maintenant à grands pas. Et qu'il va être très probablement gênant. C'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on voit sortir un certain nombre de vidéos, on voit un certain nombre d'interventions. Il y a eu un échange de lettres entre Monsieur Witt, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est le président d'un organisme de géographie, et Shoigu lui a répondu, une lettre très argumentée, très construite, dans laquelle il dit j'ai été contraint de vous envoyer un certain nombre de vidéos. J'espère qu'elles ne vous ont pas trop mis mal à l'aise. On ne les a pas vues, les vidéos, mais on imagine ce qu'il y a dedans. Bien, donc, alors, Amnesty, c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que le bloc occidental commence probablement à se fissurer, hein, parce qu'on a vu passer un certain nombre de choses. On voit que Zelensky s'agite beaucoup. Hein, alors, je pense aux Allemands qui sont les plus exposés, hein, qui sont les plus exposés et qui risquent de passer un hiver très difficile, hein, que ce soit pour la population ou que ce soit pour l'appareil économique, commencent à prendre leur distance. Et en particulier, je prends cet exemple d'un grand article dans Welt qui fait état à nouveau, parce que au moment des Pandora-Papers, avant la guerre, hein, on le savait, Le Monde avait publié, il n'en a plus jamais parlé, le fait que M. Zelensky est un des hommes les plus corrompus du monde, son pays étant un des plus corrompus du monde. Hein. C'est Transparency International a fait un palmarès et donc par conséquent, il est, comment dire, je veux dire, tout ça n'est pas discutable. Alors, simplement, ce que je voudrais ajouter, c'est que l'article de Welt fait état d'un film. Ce film est disponible sur YouTube. C'est édifiant. Et il est disponible sous-titré en français. Pour quelqu'un comme moi qui ne parle pas de langue étrangère, hein, effectivement, c'est fort pratique. Donc, et il y a bien évidemment également ce qui se passe aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Il y a des articles dans la presse britannique qui montrent bien que aujourd'hui, les affaires de M. Zelensky sont peut-être en voie de devenir très difficiles. Ah bah, disons que là, on est véritablement dans un scénario qui peut rappeler de manière accélérée et condensée ce qui s'est passé au printemps 1975 avec le régime sud-vietnamien et l'offensive menée par l'armée nord-vietnamienne. C'est-à-dire qu'on voit que les Occidentaux sont en train de lâcher leur allié, hein, ni plus ni moins, il faut appeler un chat un chat. Hein, donc, on a d'abord ce premier coup qui est porté par Amnesty International au niveau du droit de la guerre. Hein. Je rappelle qu'Amnesty International a vu ses bureaux fermés par Vladimir Poutine en Russie, donc comme officine pro-russe, on a vu mieux. Ouais. Hein. Ou alors, c'est encore un coup de génie dans les
les coups à multiples bandes de Vladimir Poutine. Mais enfin là, ce serait lui prêter Du des qualités. patriarcat du KGB, hein, attention. Oui, le patriarcat du KGB, puis ce serait lui prêter des capacités intellectuelles que certains observateurs ont voulu lui dénuer ces derniers mois. Donc, on n'arrive plus très bien à suivre cette part du narratif. Et puis ensuite, donc concomitamment à ce rapport, on a eu donc l'article de Die Welt, l'article Der Spiegel également, qui nous rappelle le soutien du peuple russe en fonction des sondages publics qui sont faits là-bas à l'égard de son gouvernement et de Vladimir Poutine. On a donc ce documentaire qui est mis en avant par l'article de Die Welt qui s'appelle Offshore 95, où on a donc par le menu la description de tout l'appareil de corruption autour de Zelensky et depuis combien de temps il est mis en œuvre, etc. Enfin, on mettra le lien pour nos auditeurs pour qu'ils puissent se faire une idée par eux-mêmes. Et puis ensuite, quand on revient sur le plan militaire, on a CBS, qui, comme tout le monde le sait, est comme RT, Sputnik, c'est une chaîne russe, qui vient nous faire un reportage édifiant pour nous expliquer que seulement 30% du matériel et donc matériel et armement qui est fourni par les pays occidentaux arrive sur la ligne de front en Ukraine. Seulement 30%. Même mes estimations les plus basses ne descendaient pas aussi haut jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, et puis on peut faire confiance aux Américains puisque c'est eux qui envoient 95% de ce matériel là-bas. Donc ils ont les moyens, je pense, de le tracer. Ce qui laisse donc la question tout à fait ouverte de savoir qu'advient-il du reste. C'est 70% qui n'arrivent pas sur la ligne de front. Alors on revient à la corruption du régime ukrainien, c'est-à-dire qu'on sait, on l'avait déjà dit plusieurs fois, qu'on a vu des lance-missiles anti-chars Javelin être vendus sur le Darknet pour quelques milliers de dollars ou dizaines de milliers de dollars. Donc on voit bien que ça pose aussi un problème pour l'armée ukrainienne parce qu'on se dit que si elle ne perçoit que 30% de ses matériels, ça ne doit pas vraiment pouvoir l'aider. On a vu aussi passer des informations qui émaneraient de fuites de l'état-major général ukrainien qui nous disent que les unités sont à 50%, etc. On y reviendra tout à l'heure, mais qu'elles ne perçoivent pas les produits d'entretien nécessaires aux canons américains, etc. Enfin bref, il y a un gros problème, là encore, de corruption qui se fait jour et sur le plan militaire avec des implications très graves sur le terrain. Ensuite, là, c'était le dernier coup qui a été porté avant-hier et hier. Et là, là, pour moi, c'est vraiment très significatif, puisque c'est la chaîne Sky News, qui a longtemps appartenu à Rupert Murdoch, encore quelqu'un qui est connu pour ses opinions pro-russes, je le rappelle. Donc non, enfin je blague, mais voilà, on est avec le cœur des médias américains et anglo-saxons complètement anti-russes depuis des années, qui vient nous dire, dans la bouche de son présentateur, alors là c'était sur la version australienne, qu'il en a assez et qu'il ne peut plus arrêter, là c'est fini, il ne peut plus continuer de se mordre la langue et qu'il faut qu'il parle du bataillon Azov. Et on republie dans la foulée de la présentation faite par ce journaliste un documentaire de quelques 8 minutes qui a été fait par le magazine Time avec un article papier et cette vidéo qui nous rappelle qui sont les gens d'Azov. Et alors là, dans le détail, l'article, je vous invite à le lire, on le mettra en lien, et puis à voir la vidéo, et on nous parle d'Azov comme étant une milice suprémaciste blanche, composée de plusieurs factions, et qui tient un système dans le système politique ukrainien. Un groupe important de parlementaires américains souhaitait qu'on la classe parmi les organisations terroristes. C'était il y a un Tout an, à ça. fait. C'est extrêmement récent. Tout à fait. Alors, Tout à fait. voilà, je crois que c'était… Dernier point, Régis, qui est tombé ce matin, c'est la réflexion du monde par rapport au rapport d'Amnesty International qui nous dit que toutes vérités ne sont pas forcément à dire au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne fallait peut-être pas parler tout de suite du rapport d'Amnesty International. Oh là, c'est absolument phénoménal. Où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'ils en sont, mon Dieu? Alors justement, on imagine que le même rapport concernant ce qui se passerait au Kosovo aujourd'hui en faveur des Kosovars aurait absolument l'effet inverse sur ces gens-là, faut le rappeler. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la Chine rapidement parce que c'est un sujet à lui tout seul. Alors,
ce qui s'est produit, j'ai fait un article auquel je renvoie, je mettrai le lien en description, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, auquel je renvoie concernant le fait que la position juridique au regard du droit international de la Chine est en béton armé et que Jean-Luc Mélenchon a eu entièrement raison de la rappeler, hein, comme l'avait fait en son temps Le Drian et comme l'a fait Madame Colonna, l'actuelle ministre des Affaires étrangères de notre pays. Donc, cette position de droit international, elle est tout à fait essentielle parce que, bon, on peut ne pas aimer la Chine, on peut ne pas avoir envie d'y vivre. Hein. Bon, personnellement, j'y étais, je connais. Je recommande ce livre, Histoire de la Chine, hein, qui est vraiment très, très bien fait. Puis, bon, c'est une collection de textos qui n'est pas très chère, mais il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une grande civilisation, hein, et une puissance à la fois culturelle, intellectuelle et aujourd'hui économique, et bien évidemment militaire. Alors, par rapport au problème, le droit international, ça sert à quoi? Non pas à faire de la morale, au moment d'élaboration éventuellement, hein, non pas à examiner l'équité, la factualité, non, non, non. Le droit international, ça sert à savoir qui a tort et qui a raison au regard des règles légitimes qui ont été élaborées auparavant. C'est ça. Hein. Donc, il se trouve que la Chine, depuis 1971, occupe la place de la totalité de la Chine dans les instances internationales, toutes les instances internationales, hein, et en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'en 1978, elle a signé un traité avec les États-Unis, un traité diplomatique, par lequel elle reconnaissait l'autorité de la Chine sur l'ensemble du territoire, hein, et elle s'interdisait, les États-Unis, hein, s'interdisaient d'avoir des relations officielles avec Taïwan. Qu'est-ce que Madame Pelosi, troisième personnage de l'État américain, est allée faire là-bas? Elle est allée violer le droit international, je suis tout à fait désolé, hein, et elle a provoqué, du fait de l'existence dans la constitution chinoise d'une d'une donnée qui dit que toute mise en cause de l'unicité du territoire de la Chine est un casus belli. Elle est allée commettre un casus belli. Alors, bien évidemment, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre, hein, parce que, bon, là, ce serait vraiment extrêmement, enfin, je veux dire, ce serait apocalyptique, mais il n'empêche quand même que cette imbécilité, hein, a probablement d'ailleurs eu un effet d'aubaine vis-à-vis de la Chine, qui a pris toute une série de mesures profondément négatives. Hein. Je ne vais pas faire la liste là, je vous incite aussi à aller sur le site du ministère des Affaires étrangères chinois et qui disent, je crois qu'il y en a 8, hein, plus de relations dans ce domaine, plus de relations dans ce domaine, plus de relations dans le domaine de la lutte contre la toxicomanie, hein, et le trafic de drogue, plus de relations dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Bravo, Madame Pelosi. Et puis, bien évidemment, alors là, je me retourne de nouveau vers Sylvain. Hein. Alors, je te propose, Sylvain, que bon, tu examines le problème militaire chinois et que tu glisses ensuite, parce que effectivement, le temps est un peu court, et que tu glisses sur la situation militaire en Ukraine. Donc, conséquences militaires de l'équipée de Madame Pelosi. Disons que la première conséquence a été très symbolique, c'est-à-dire que les Chinois ont fait décoller un certain nombre d'appareils le jour de sa visite, hein, pour essayer de manifester leur maîtrise de l'espace aérien taïwanais, hein, de montrer leur drapeau, hein, de dire vous êtes là donc en violation du droit international. Alors heureusement, hein, on n'a pas eu un scénario à la Tom Clancy et un début de Troisième Guerre mondiale sur un malentendu au cours de ce genre de survol et d'opérations. Maintenant, la Chine avait depuis plusieurs mois annoncé des manœuvres aéronavales autour de l'île de Taïwan. Elle les mène en ce moment même et au cours de ces manœuvres, elle a fait feu avec plusieurs missiles de croisière dans des zones bien particulières qui encadrent tout le littoral autour de Taïwan. Hein, certains de ces missiles sont même tombés dans la zone d'exclusivité économique japonaise.
On a très bien vu d'ailleurs que pour les Japonais comme pour les Sud-Coréens, hein, la visite de Madame Pelosi n'était pas du tout Une bonne idée. appréciée. Elle a été reçue plus que froidement après sa visite à Taïwan dans ces deux pays, qui eux n'ont pas du tout envie que la zone s'embrase avec leurs voisins chinois, hein, qu'ils ne portent pas du tout dans leur cœur, et eux pour des raisons bien plus lointaines et anciennes que les États-Unis, rappelons-le. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis savent depuis plusieurs années qu'ils ont été distancés sur le plan naval par la Chine. Alors, pas en termes de qualité, mais en termes de quantité. Ils savent également que le plan qui concerne leur propre marine pour se remettre à niveau ne sera pas terminé avant 2035, hein, donc ce n'est pas demain. Et les experts que sont le colonel McGregor et puis surtout Scott Ritter, hein, qui est un ancien officier du corps des Marines des États-Unis, qui est l'unité qui est la première projetée dans ce genre de conflit, nous rappelle que les moyens à leur disposition aujourd'hui pour projeter une force américaine dans ce secteur pour contrer une éventuelle invasion chinoise sur Taïwan sont tout simplement inexistantes, hein, et que cela mènerait à un fiasco pour l'armée américaine, qui de toute façon, elle aussi, a vu d'un très mauvais œil le voyage de Madame Pelosi, hein. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je pense que les Chinois ont réagi avec énormément de retenue et d'intelligence en ayant intégré ces paramètres-là, et qu'ils vont continuer, profitant du temps d'avance qu'ils ont sur la marine américaine, pour négocier avec Taïwan un retour de Taïwan dans la souveraineté pleine et entière de la Chine. Alors, une autre conséquence qui fait sourire, mais est-ce que ça doit faire sourire? C'est bien évidemment que les Russes se frottent les mains, hein. Je veux dire, c'est la force de l'alliance, parce que ça devient une alliance, hein. On a parlé du 4 février, de la fameuse déclaration commune, de l'attitude de la Chine. Je veux dire, trouver intelligent, alors qu'il y a le problème en Europe et le problème ukrainien, d'aller provoquer les Chinois, je ne sais pas qui commande aux États-Unis, mais on peut se poser quelques problèmes. Alors, donc, les Russes doivent se frotter les mains. Ils ont soutenu naturellement tout de suite la Chine. Et puis, le camarade 1, hein, c'est-à-dire Kim Jong-un, le patron de la Corée du Nord, c'était un peu spécial, hein, a fait savoir qu'il y avait 100 000 volontaires en Corée du Nord qui étaient prêts à aller se battre en Ukraine. Alors, je veux dire, bon, j'espère bien qu'ils ne vont pas y aller parce que ça mettrait un sacré bazar, mais enfin, sur le plan, je veux dire, politique, ils ont quelques raisons en disant, écoutez, on nous a vanté tous les snipers, les brigades internationales chères à notre BHL national, hein, ben, écoutez, on va faire la même chose en face, il va y avoir des volontaires et qui viendront aider les Russes et les séparatistes. Bon, donc voilà, c'est des conséquences qui peuvent faire sourire un certain temps, hein, parce que tout ça montre qu'on est quand même dans une situation mondiale particulière avec l'Occident qui a amorcé son déclin et ça va très vite, hein, et les risques que ça implique, et puis avec ce sentiment que la première puissance de l'Occident a de vrais problèmes, c'est-à-dire qu'on se demande qui pilote l'avion, quoi. Et il y a peut-être effectivement quelques inquiétudes à avoir. Alors, mon cher Sylvain, maintenant, le front ukrainien, où il se passe des choses, mais enfin, pour l'instant, rien de décisif, au point que, je repose la question, au point que je me demande si les Russes, qui certes n'ont pas beaucoup mobilisé, enfin, les forces partielles, font ça méthodiquement, ne sont pas intéressés par le fait que ça dure, hein. Nous, on aimerait bien que ça se règle rapidement, mais je me demande, compte tenu des conséquences des sanctions, compte tenu des fissures qui apparaissent dans le camp occidental, compte tenu de l'évidence de la défaite qui se profile, je me demande si ce n'est pas aussi un choix russe de faire durer le plaisir. Enfin, pas pour tout le monde. Et personnellement, je me garderais bien, à l'inverse de certains, de savoir à travers je ne sais quel média comment pensent les Russes sur ces questions-là et surtout quel est le véritable plan mis en œuvre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la poursuite dans le Donbass de grignotage tactique de plus en plus puissant, hein.
On a vu les secteurs que je nommais entre Seversk et Bakhmout être attaqués de manière de plus en plus importante. On a vu le secteur d'Avdivka qui s'est rallumé. On a vu le village de Peski qui est en cours de conquête, un village de Peski, pour donner une idée par rapport à ce que certains nous vendent avec les HIMARS. Les Russes, en une seule journée la semaine dernière, ont tiré plus de 6000 obus sur le village de Peski pour détruire les défenses ukrainiennes dans l'entreprise Knof. 6 000 coups, c'est le nombre de coups que les Américains viennent de fournir pour tous les HIMARS présents en Ukraine. Voilà. Mais là, les Russes, eux, ils en ont dépensé autant en une journée juste pour la conquête d'une partie du village. Voilà, ça donne un ordre d'idée, un ordre de grandeur des moyens qui sont à l'œuvre. Alors, on est toujours sur un combat qui est mené par les mêmes forces. Les forces russes de mêlée, blindées et infanterie mécanisée sont toujours entre guillemets en vacances. Elles ne sont pas sur la ligne de front. Et par rapport à la semaine dernière, en plus du groupement qui était en cours de rassemblement et de concentration vers Belgorod, il semblerait depuis 2 jours qu'il y en ait un second qui soit en cours de concentration. Mais alors cette fois-ci, un endroit où personne ne pensait les revoir, c'est-à-dire la zone de Kherson-Zaporozhye. On savait qu'il y avait une division aéroportée russe qui avait été envoyée là-bas en renfort il y a 10 jours pour éventuellement stopper l'offensive de Kherson ukrainienne qu'on nous vend à grand renfort de médias depuis 3 semaines, qui n'a vraisemblablement plus aucune chance d'avoir même lieu. On a eu affaire à des contre-attaques locales plus puissantes qu'avant, avec des moyens plus importants, mais du coup, l'état-major ukrainien ayant constaté que le pont qui relie la Crimée au sud de l'oblast de Kherson n'était pas détruit complètement, et surtout que les pontonniers russes avaient aménagé un bac de secours et des moyens d'acheminer la logistique de manière continue, ont décidé de suspendre cette opération qui allait finalement aboutir à un désastre. Et donc aujourd'hui, on a des troupes russes qui seraient à moins de 30 km de Nikolaïev. Faut le savoir, depuis hier, certains indicateurs relevés par plusieurs observateurs nous disent que maintenant, les groupes d'avant-garde sont à 30 km de Nikolaïev et qu'elles sont avec derrière elles des réserves importantes. Et donc, il faut se poser la question de savoir si les Russes, finalement, vont pas nous avoir fait encore une belle surprise par rapport à ce qu'on attendait du secteur plutôt nord sur le secteur sud dans les jours qui viennent. Voilà où on en est aujourd'hui. Bon, eh ben, écoute, on verra ça, on verra comment ça se poursuit. Euh, globalement, c'est une période assez extraordinaire, avec quand même, et j'y reviens, je vais radoter sur cette question, je reste extrêmement surpris de la spirale suicidaire dans laquelle nos sociétés sont en train de se débattre. Quand on regarde objectivement ce qui va se passer pour l'Allemagne, par exemple, alors l'Allemagne, elle a un don pour ça, elle arrive à des objectifs importants, elle arrive à devenir une puissance, et puis hop, elle remet tout en cause pour finir par se casser la figure et être en partie détruite. Bon, elle l'a fait entre 14 et 18, avec les conséquences qu'on connaît. Elle l'a fait en 1945. Et là, après tout un processus qui l'avait amené à être la grande puissance européenne et à faire de l'Union européenne une espèce de quatrième Reich, sans être très polémique, mais c'est une Europe allemande, avec l'euro qui n'était que le mark, qui était sa monnaie extrêmement forte. Toujours est-il que là, ils se sont lancés dans une stratégie dont ils ne veulent pas sortir, qui est relayée à l'UE en plus, relayée, qui est parfois en avant-garde par Madame von der Leyen, et on ne voit pas comment, vu leur dépendance à l'énergie, vu leur dépendance à la Russie dans le domaine des matières premières, on ne voit pas comment ils vont pouvoir passer l'hiver. Ils vont pouvoir passer l'hiver, donc déjà leur population, parce qu'effectivement, c'est pas la Côte d'Azur sur le plan du climat à l'Allemagne. Moi, j'y ai vécu pendant 7 ans. Je peux vous dire que c'est pas toujours très chaud. Et ensuite, il y a la question de son industrie. Son industrie, ses matières premières sont essentielles à cette industrie. Et par conséquent, ils vont en être privés. Ils vont en être privés parce qu'il ne faut pas trop en demander aux Russes quand même. Les Russes ont commencé par dire on livre, etc. Et puis maintenant, c'est fini.
hein. Ils avancent des prétextes. Il y a l'histoire de la turbine, dont la mauvaise foi russe, elle est entière. Encore que les Allemands trouvaient intelligent, Siemens, de récupérer la turbine qu'il fallait réparer et l'envoyer au Canada. Hein. Tout le monde sait ce qu'est le Canada dans le dispositif occidental, hein, et les Canadiens ont refusé de la renvoyer à cause des sanctions. Excellente idée. Non, mais bon. Et ils l'ont renvoyée, et donc elle est en Allemagne, et les Allemands disent bon, ben, on va vous la fournir, et les Russes disent ah oui, mais non, on n'a pas les éléments, la documentation nécessaire pour prouvant que ça a été bien fait, etc., etc. Hein, on va peut-être se tourner vers les Iraniens pour en acheter d'autres. Donc, et puis si vous voulez, ben, vous voulez du gaz, vous n'avez qu'à faire fonctionner Nord Stream 2, hein, qui a été, je veux dire, un des éléments forts, hein, qui a ce refus qui a amené à ce qui se passe aujourd'hui en Europe centrale. Donc, voilà, je suis très, comment dire, très circonspect quand je vois ce qui se passe, ces élites chez nous stupides qui continuent les incantations et qui prennent des décisions dont chacun peut mesurer, enfin, je veux dire, pas besoin d'être grand clair pour voir qu'elles sont non seulement contre-productives, mais qu'elles peuvent être très dangereuses pour les pays qui les ont pris et très dangereuses, y compris au plan politique et social. Parce que ce que va être la rentrée, avec une inflation qui va flirter avec les 15%, avec rien que le prix de l'énergie qui va avoir augmenté de 100%, avec les pénuries liées aussi à la sécheresse. On nous annonce que bon, on va avoir des pénuries de lait l'hiver prochain. Hein, ça ne sera pas de la faute des Russes, ça, mais peut-être qu'eux, ils en produisent, qu'on pourra la racheter. Ah ben non, on ne peut pas, ils sont méchants, hein, nous dirait Michel Goya. Donc, non, c'est des salauds, c'est comme ça qu'il dit. Donc, voilà, bon, sans compter ce qui se passe aux États-Unis, où il va y avoir des élections au mois de novembre, des élections importantes. Et bon, voilà, c'est un pays qui, sur le plan politique, donne de l'extérieur l'impression d'être un peu à la dérive. Bon, mais on verra. Pas d'observation complémentaire à cette diatribe anti-occidentale. Non, malheureusement, pas Non, non. d'observation, pas de contre-observation, malheureusement, à ce tableau. Oui, mais enfin bon, voilà, quoi. Donc, comment est-ce que on peut prétendre être compétent, d'être objectif, de se préoccuper euh, des intérêts de son pays et faire autant d'erreurs, hein? Qualifions ça d'erreur pour l'instant. Ok, eh bien écoutez, alors voilà, c'était donc notre numéro 4, je crois. 4. 4, ben 4, oui. voilà. Hein, et donc, bon, ben, rendez-vous la semaine prochaine, et je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à vous raconter. À très bientôt. À très bientôt.